Je n'ai pas beaucoup de regrets. Il est évident que quand on regarde en arrière, on se dit qu'on aurait pu faire des choses être plus efficace, gagner des prix qu'on n'a pas gagnés, etc. Ça n'a rien à voir avec la science, mais j'ai par exemple passé pas mal de temps à me promener seul à pied dans des régions reculées du Mexique. Donc pour moi, c'était une chose importante. Le fait que j'aurais pu, en ne faisant pas ça, démontrer un ou deux théorèmes de plus, ne me procure aucune tristesse. Ce dont je suis heureux dans ma carrière professionnelle, c'est d'une part des aspects purement techniques, d'avoir compris certaines choses comme cette relation locale-globale pour la mécanique statistique de l'équilibre, et d'autre part d'avoir pu interagir avec des êtres humains, des collègues tout à fait remarquables. Bon, alors, disons que j'ai été toujours curieux de toutes sortes de choses, mais pas particulièrement de la science au départ. Il y a quand j'étais au lycée, j'étais en Belgique en fait, j'ai eu un petit déclic pour les mathématiques, mais des mathématiques en fait très simples, les changements de forme de fraction, ce qui est une chose rétrospectivement tout à fait triviale. Mais donc ça a commencé à m'intéresser, mais mon père faisait de la linguistique, donc ça m'intéressait aussi. Je ne me suis décidé que relativement tard pour les aspects scientifiques, et en fait mon père m'a dit qu'il vaudrait mieux à l'époque que je fasse des choses scientifiques que littéraires, ce qui était rétrospectivement un bon conseil. Alors, la physique m'a toujours intéressé, et en fait, je me suis rendu compte assez tôt que j'avais un bon sens physique, c'est-à-dire que si on posait une question de physique, j'avais une bonne idée de ce que ça voulait dire et de comment attaquer le problème. En fait, ce qui m'a étonné, c'est le manque de sens physique de pas mal de gens que je rencontrais. Donc, le fait d'être bon dans quelque chose est évidemment une manière. Donc, si on peut dire, j'ai tout de suite été intéressé par les sciences et en particulier par la physique et les mathématiques, mais pas exclusivement. Et je ne me suis jamais désintéressé d'autres aspects, en particulier des sciences humaines. Pas tellement en tant que science, mais en tant qu'expérience de la vie que ça représentait. Bon, j'ai lu des choses très variées pendant ma jeunesse, dont, par exemple, le traité de philosophie positive d'Auguste Comte, dont je me rends compte rétrospectivement que ce n'était pas une très bonne lecture, mais enfin, disons que ça m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de questions, quitte à ce que je reprends ces questions d'une autre manière dans la suite. J'ai lu à une certaine époque des textes de Henri Poincaré, qui a écrit des textes de vulgarisation scientifique qui restent très bons. J'ai lu d'autres textes de vulgarisation, mais qui, rétrospectivement, étaient beaucoup moins bons que Poincaré. Poincaré était très bon. Bon, alors, peut-être je dois dire que je ne suis pas un homme
un admirateur de grands génies. Quand je vois des gens qui sont très bons, j'essaye plutôt de rapporter leur qualité à mes propres intérêts. Je n'aime pas les génies incompréhensibles. Je n'ai aucune tendance à admirer les génies incompréhensibles. J'aime plutôt les gens qui sont très bons, mais auxquels je puisse me rapporter. J'ai eu la chance, alors beaucoup plus tard, de rencontrer Grothendieck, avec lequel j'ai interagi seulement modérément. Les choses de Grothendieck que j'ai étudiées sont des choses relativement simples. Je n'ai pas étudié ces grands travaux, mais il y a déjà une approche aux mathématiques qu'on voit dans ses premiers textes et qui m'a impressionné. Bon, alors d'autres mathématiciens ou physiciens sont très différents. Je dois dire, j'ai essayé de ne pas faire un choix délibéré. Mon choix, j'ai fait mes choix personnels, mais pas de suivre un héros quelconque. Oui, je pense que, disons que la linguistique de mon père était une chose certainement très intéressante. Rétrospectivement, c'était pas le bon moment. Disons, quand j'ai commencé à faire de la science, on manquait de scientifiques. Et donc, il y avait des tas de portes qui étaient ouvertes, alors que pour ce qui est de l'étude de l'égyptien ancien, il n'y avait pas beaucoup de portes ouvertes. Donc, c'était un bon choix. Mais disons que, d'une part, ça m'intéressait, d'autre part, il y a d'autres choses qui m'intéressaient aussi. Voilà. Bon, alors, assez rapidement, je me suis intéressé à la physique mathématique, à la physique d'abord, et puis à l'aspect mathématique de la physique, parce que ça correspondait à mes possibilités. Aussi, il faut bien dire que quand on voit ce qu'a fait Newton, par exemple, il y a quelque chose de miraculeux dans le fait que les choses qu'on voit dans la nature, la chute d'une pomme, par exemple, puissent être comprises de façon fondamentale. Donc, cet aspect miraculeux m'a influencé. Finalement, évidemment, je voudrais, disons, ce que je voulais faire, c'est d'effacer le côté miraculeux pour avoir une vraie compréhension au niveau humain. Mais enfin, on peut quand même dire que l'aspect miraculeux est une chose qui m'a frappé et qui m'a incité à me pencher vers ces problèmes-là. Alors que dans d'autres domaines, disons, philosophiques, l'aspect miraculeux n'était pas présent. Donc finalement, je me suis intéressé au départ à certaines questions philosophiques et aux philosophes, et puis ils m'ont déçu. Pas uniformément, par exemple, j'ai lu beaucoup de textes de Platon, et je dois dire, il m'intéresse parce qu'il pose des questions naturelles et il les traite raisonnablement, mais il n'y a pas ce côté miraculeux que j'ai trouvé dans la physique, et en particulier dans la physique mathématique de Newton, par exemple. Bon, alors j'ai travaillé sur divers problèmes pas très bien reliés. J'ai commencé par m'intéresser à la mécanique statistique. Non, en fait, j'ai commencé par la théorie des champs, parce que c'était la chose à la mode, et en fait,
par suite d'influence, puisque j'ai commencé finalement à faire de la recherche à Zurich, et il y avait là des gens qui s'intéressaient à la théorie des champs mathématiques, donc je me suis intéressé à ça. Et puis finalement, assez rapidement, ça m'a déçu parce que c'était la théorie dite axiomatique des champs qui n'avait pas de caractère constructif. Je préférerais une théorie où je puisse réellement construire des choses au niveau mathématique et pas seulement dire il existe des choses dont je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas construire. Donc à un moment, j'ai changé de direction. Au lieu de faire la théorie quantique des champs, je me suis intéressé à la mécanique statistique. En fait, il se trouve que par hasard, je me suis rendu compte qu'il y avait un théorème qui faisait appel aux fonctions analytiques, et j'avais étudié les fonctions analytiques de plusieurs variables, en fait, en rapport avec la théorie quantique des champs. Donc, quand j'ai vu ces fonctions analytiques apparaître en mécanique statistique, dans le théorème de Lie et Yang, je me suis tout de suite intéressé à la chose, et puis j'ai compris qu'il y avait un domaine ouvert en mécanique statistique, c'était le domaine des résultats rigoureux. Il en existait fort peu à l'époque, dont ce théorème de Lie et Yang, et je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de créer quelque chose de nouveau, et donc au bout de quelque temps, j'ai d'ailleurs commencé à écrire un livre qui est les résultats rigoureux en mécanique statistique, que j'ai publié, et ça a été finalement un de mes premiers résultats. Donc, en théorie des champs, j'avais fait prouver un théorème, et même plusieurs théorèmes, dont on se souvient encore maintenant, mais en mécanique statistique, c'était pas seulement prouver un théorème, c'était développer une théorie, ce qui était plus intéressant. Et j'avais tout le temps devant moi, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais donc j'ai commencé à développer cette théorie de la mécanique statistique rigoureuse. Donc ça, c'est une chose que j'ai fait. Puis alors, il y a quand même des petits problèmes particuliers qui m'ont aussi intéressé et auxquels j'ai travaillé, mais disons, une ligne maîtresse, ça a été cette mécanique statistique. Alors, il se trouve qu'au bout d'un certain temps, donc ma carrière s'est déroulée d'abord en Belgique, ensuite aux États-Unis, et puis je suis venu en France en 1964. Et alors en France, j'ai été exposé aux systèmes dynamiques tels que les concevait René Thom. Donc René Thom a été une influence importante pour moi, parce qu'il avait une certaine conception des systèmes dynamiques. Il faisait un séminaire sur ces choses-là. Et il se trouve que les systèmes dynamiques m'intéressaient en tant que tels. Et plus tard, il s'est trouvé que les systèmes dynamiques et la mécanique statistique avaient un rapport. Au départ, ce n'était pas le cas. Mais le fait de connaître des systèmes dynamiques et de connaître la mécanique statistique de l'équilibre, ça m'a été très utile
dans la suite. En fait, j'avais des interactions avec des mathématiciens russes. Les mathématiciens russes sont plus proches de la physique que les mathématiciens français, en tout cas de l'époque bourbakiste. Et en particulier, Yasha Sinai, avec lequel je suis encore en rapport maintenant, qui est maintenant aux États-Unis, a découvert quelque chose qui s'appelle les partitions de Markov pour les systèmes d'Anosov. Et c'est quelque chose qui reliait la mécanique statistique et de l'équilibre et les systèmes dynamiques de manière tout à fait inattendue. La relation était au niveau mathématique, pas au niveau de la physique, encore que la physique ait profité de la chose ultérieurement. Donc, comme j'avais les outils à ma disposition, je me suis lancé dans ce domaine-là, et donc j'ai prouvé un certain nombre de théorèmes et développé certaines idées théoriques reliant la mécanique statistique et les systèmes dynamiques. Ensuite, j'ai été influencé par le développement de ce qu'on a appelé ensuite, plus tard la théorie du chaos. Donc, l'idée, c'est qu'il existe dans la nature des systèmes dynamiques, c'est-à-dire des évolutions temporelles, qui ont un caractère qui paraît indéterminé, aléatoire, et en fait on peut comprendre ce caractère aléatoire à partir d'évolutions temporelles tout à fait déterministes, dans certains cas qui étaient ceux qui avaient été étudiés par les Russes, en particulier Anosov et Sinai. Donc c'est un domaine où j'avais de nouveau les outils à ma disposition et qui me paraissait très intéressant. Donc je me suis investi très fort dans ce domaine-là pendant un certain temps. Donc j'ai travaillé dans des domaines relativement différents, quoique faisant partie de la physique mathématique, mais il y a toujours eu des relations, ces relations étant soit au niveau de la physique, soit au niveau des mathématiques. Un de ces instants, c'est quand je suis revenu à une question à laquelle je suis revenu de manière répétée, qui est ce théorème de Li et Yang. Ce théorème de Li et Yang avait une démonstration très difficile. Et puis, en visitant l'Institute for Advanced Study à Princeton, j'ai eu connaissance d'un théorème, d'un résultat d'un japonais appelé Asano sur cette théorie de Li et Yang. Et en me penchant sur le travail d'Asano, je me suis rendu compte que probablement il y avait une manière naturelle de généraliser. C'est ce qu'on a appelé ensuite le théorème, le lemme d'Asano-Ruel, et qui permettait d'avoir une généralisation importante et ainsi qu'une simplification considérable de la théorie de Li et Yang. Donc c'est un de ces moments. Un autre moment peut-être plus conceptuel concerne la mécanique statistique. Alors, je ne vais pas pouvoir décrire les choses en détail, mais en mécanique statistique, il y a un concept naturel d'état d'équilibre. Et ces états d'équilibre, on peut les décrire comme étant des états où l'entropie est maximum ou une condition
analogue, donc ce qu'on appelle un principe variationnel. Une autre manière de voir les états d'équilibre, c'est de voir les choses localement et de dire que un état d'équilibre, c'est quelque chose où, si on regarde une petite région, elle est en équilibre avec les environs. Alors, le résultat qui relie ces deux notions, c'est qu'en fait, un état d'équilibre local, s'il est invariant par translation, est précisément la même chose qu'un état, invariant par translation où l'entropie est maximum. Donc, c'est une relation entre une propriété locale et une propriété globale, comme on en trouve de temps en temps en mathématiques. Et bon, là, c'était un exemple de cette relation locale-globale, mais en physique mathématique, dans un domaine qui est celui de la mécanique statistique de l'équilibre. La mécanique statistique de l'équilibre, en particulier à cause de cette relation locale-globale, est en fait une théorie très mathématique de la physique. Donc il y a en physique des choses qui se mathématisent naturellement, d'autres moins, et la mécanique statistique de l'équilibre est un domaine qui se mathématise très bien. Je ne sais pas, les choses, je crois dans le cas de beaucoup de monde, et de moi en particulier, c'est qu'on accumule des points de vue, des petits résultats, théorème des résultats de De Bruijn. Puis à l'époque, je travaillais avec Lanford. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on comprend quelque chose. Mais c'est pas tellement que, comme dans le cas de Henri Poincaré, qu'il le découvre à un moment précis, à un certain moment, on se rend compte qu'on a déjà compris quelque chose. Voilà, donc ce n'est pas contradictoire avec ce que Poincaré raconte, mais disons que je le ressens de manière un peu différente, non pas comme quelque chose que je comprends à un instant donné, mais quelque chose dont je me rends compte que je l'ai déjà compris. Bon, alors la théorie du chaos est une théorie en partie mathématique et qui a permis de comprendre un certain nombre de choses. Alors, dans des cas très précis, on a vu que la théorie du chaos, c'est-à-dire la théorie des systèmes dynamiques qui ont un caractère aléatoire, que ça permet d'expliquer certains phénomènes physiques de manière tout à fait précise. Mais cette théorie a, je dirais, un aspect plus général et plus philosophique, en ce sens qu'elle montre que des choses qui paraissent être au hasard, en fait, ne sont pas au hasard, sont déterministes, mais ce caractère déterministe ne permet pas de les prévoir, et donc on comprend comment certaines choses qui paraissent au hasard sont en fait déterministes, sans pouvoir mettre une théorie mathématique complètement solide sur la chose. Donc, ça change un peu la compréhension qu'on a de l'univers. Ça n'est pas que les choses sont au hasard et qu'il faudrait mettre
donner au hasard un caractère important dans l'explication du monde, c'est que le hasard est un effet secondaire nécessaire de la description qu'on a de l'univers. Et ça, c'est une chose qu'on a comprise seulement progressivement. Je dirais que les mathématiciens classiques voyaient les théories physiques un peu comme des horloges parfaitement réglées et qui pouvaient donner une compréhension complète des détails de l'univers. Et ça n'est que progressivement, en commençant par des gens comme Hadamard et Poincaré, qu'on a compris que le caractère déterministe des lois physiques non seulement était compatible avec le hasard que l'on observe, mais en fait entraînait ce hasard de manière nécessaire dans certains cas. Il y a un exemple qui est très important en pratique, c'est celui des prédictions, des prévisions météorologiques. Là, le grand nom, c'est celui de Ed Lorenz, qui a compris la chose assez tôt. Bon, il l'a comprise bien après Poincaré et Hadamard, mais dans le cas précis de la météorologie. Il y a d'autres cas où on a pu analyser les choses en détail pour certaines réactions chimiques, mais disons que ça a un caractère moins important du point de vue philosophique, disons. C'est important parce que là, on a pu entrer dans tous les détails de la compréhension d'un phénomène qui paraît aléatoire, mais qui en fait est déterministe. Sinon, le nombre d'exemples où on a pu étudier tous les détails de ce rapport entre le déterminisme et le caractère aléatoire, il y a relativement peu d'exemples où on ait pu faire les choses en détail. Et ces exemples-là permettent d'extrapoler, de se rendre compte que probablement d'une manière très générale, ce qui nous paraît aléatoire a une base déterministe. Bon, alors, Galilée a dit que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique et cette notion a été reprise dans la suite par Gibbs, par exemple, qui, lors d'une discussion de gens qui voulaient opposer l'aspect littéraire à l'aspect mathématique du monde, disait les mathématiques sont un langage, mathematics is a language. Donc, effectivement, les mathématiques jouent ce rôle de langage propre à la description du monde. Alors, ça n'est pas la seule chose qui existe en mathématiques. En fait, les bourbakistes ont insisté beaucoup sur le fait que les mathématiques peuvent se développer indépendamment du monde physique, et peut-être a-t-on été un peu trop loin dans cette direction-là. Je crois qu'il faut comprendre que les mathématiques ont une existence propre et peuvent se développer très bien sans faire appel au monde physique. Néanmoins, le monde physique apporte quelque chose aussi aux mathématiques, et les mathématiques apportent beaucoup à la compréhension du monde physique. Alors, quand je dis le monde physique, c'est particulièrement vrai pour ce qu'on appelle la physique, qui a une base qui s'exprime vraiment
essentiellement en mathématiques. Alors, il y a d'autres domaines où les mathématiques jouent un rôle moins important, et en particulier pour la biologie. Donc, on peut à peine parler de biologie mathématique, c'est-à-dire que le grand espoir, c'est qu'on puisse décrire des problèmes conceptuels en biologie en utilisant les mathématiques. Mais peu de choses ont été faites. Il y a évidemment des choses en biologie qui peuvent s'exprimer en termes mathématiques, le code génétique par exemple, mais ce ne sont pas des mathématiques très conceptuelles. Alors, ce qu'on aimerait, c'est des problèmes conceptuels qui soient à la base de théories biologiques. Et ça, on en est loin. Bon, on peut certainement se dire que le fonctionnement du cerveau a une base conceptuelle qu'on aimerait comprendre, et en particulier en termes mathématiques, mais on n'y est pas. On n'est pas arrivé là, et c'est vrai pour d'autres domaines de la biologie. Donc là, on est encore dans une phase d'attente. La biologie est une chose qui est dans un état de développement relativement peu développé, disons. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses extrêmement importantes qui aient été faites en biologie, mais disons que là, on voit que dans le futur, il y a encore beaucoup à faire, et on peut espérer qu'il y aura des développements conceptuels impliquant les mathématiques, mais ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant. C'est un problème difficile. Alors, j'ai fait partie de ce mouvement du chaos. Il y a une certaine époque où j'allais régulièrement à des conférences impliquant des gens de toutes sortes d'origines qui essayaient de voir si la théorie du chaos pouvait leur être utile. Et dans certains cas, ça a marché, et dans d'autres cas, ça n'a pas marché. Et disons, peu de choses dans le domaine des sciences sociales ont été développées. Par exemple, à une certaine époque, les gens dans le domaine de la finance se sont dit que peut-être la théorie du chaos pourrait leur apporter quelque chose, et puis quand on a regardé les choses d'un peu plus près, ça n'était pas le cas. Il y a eu des essais dont on a pu croire à un certain moment qu'ils marchaient, mais jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des développements dans le futur pour ce qui est de la finance et d'autres domaines où les mathématiques, en particulier la théorie des systèmes dynamiques, pourrait être important. Mais alors, c'est un fait que les théories ont une bonne phase et puis une phase où elles sont délaissées. Donc, il y a une époque où il y avait dans le domaine du chaos et des systèmes dynamiques beaucoup de gens de très haut niveau. Et puis, ils ont travaillé ensemble et ont développé des tas de concepts importants qui restent utilisés en particulier dans la théorie des systèmes dynamiques. Mais cette communauté scientifique qui a existé à une certaine époque n'existe plus. Les gens qui s'intéressaient à un domaine sont retournés dans ce domaine, les chimistes sont retournés à faire de la chimie, etc., etc. Et c'est peut-être regrettable, mais c'est compréhensible. Il n'y a plus cette communauté qui a existé et qui a eu des résultats extrêmement fructueux à une certaine époque. Cette communauté n'existe plus. Oui, bon, alors il se fait que j'ai
à une certaine époque, rencontré un mathématicien qui s'appelait Floris Takens, et je lui ai parlé des idées que j'avais sur la turbulence et de la manière de les interpréter en termes de systèmes dynamiques qu'on appelle maintenant hyperboliques. Et lui connaissait bien ce sujet-là. Nous avons donc écrit un petit article. Je me suis dit à l'époque, bon, c'est un petit article qui sera aussitôt oublié. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'au lieu d'être un de ces petits articles soi-disant rigoureux qu'on oublie immédiatement, les gens m'ont dit non, ça n'est pas correct, ça n'est pas juste. Alors du coup, ça devenait beaucoup plus intéressant puisqu'il y avait en fait une question si c'était vrai ou pas. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu une période où les gens ont cherché à mettre en évidence ce qu'on appelle maintenant le chaos, mais qui ne s'appelait pas le chaos à l'époque, dans la turbulence hydrodynamique. Ça avait d'autant plus d'importance que le physicien Landau avait dit quelque chose qui était en fait opposé à l'idée de l'explication chaotique de la turbulence. Donc la question était physiquement importante et en fait ce sont des expérimentateurs qui ont mis en évidence pour la première fois que la turbulence était chaotique. Donc ça c'était un résultat important et qui justifiait mon implication dans des choses proches de l'expérience, alors que d'habitude, en général, je m'occupe de problèmes plutôt mathématiques qui sont relativement loin de l'expérience, mais pendant plusieurs années, je dois dire que j'ai interagi assez souvent avec des expérimentateurs dans la théorie de la turbulence, dans la théorie des oscillations chimiques et dans d'autres domaines où alors il s'est révélé dans la suite qu'on n'arrivait pas à une explication satisfaisante de ce qu'on voyait. Bon, donc j'ai été influencé par Henri Poincaré, d'une part par ses écrits donc de vulgarisation que j'ai lus quand j'étais fort jeune, et ensuite plus tard par ses travaux mathématiques, en particulier pour en ce qui concerne les systèmes dynamiques. Sinon, je dois dire que j'ai eu la chance de rencontrer un nombre assez important de grands mathématiciens et de grands physiciens aussi d'ailleurs, et ça m'a toujours très intéressé. En particulier, je me suis toujours convaincu qu'il n'y avait pas un modèle du grand génie incompréhensible, mais beaucoup d'exemples d'individus très différents au point de vue humain, qui avaient chaque fois contribué des choses importantes à la science à cause de leurs intérêts souvent très particuliers, de leur nature humaine très spécifique. Donc, voir dans les détails comment Grothendieck était très différent, par exemple, de René Thom. Je les ai vus tous les deux ensemble à l'IHES.
Donc, Grothendieck était une personnalité très remarquable, pas toujours très sympathique, mais je dirais que toutes les toutes les caractéristiques de Grothendieck, sympathiques ou non, faisaient un ensemble cohérent et qui m'a aidé à comprendre pourquoi c'était devenu un grand mathématicien. Tom était quelqu'un de totalement différent, mais aussi un grand bonhomme. Bon, alors il faut dire que ce bouquin a été écrit, je l'ai écrit d'abord en anglais, et le titre en anglais, c'est The Mathematician's Brain, le cerveau du mathématicien. Alors, Odile Jacob, en fait, n'aimait pas ce titre-là, et on a convergé vers la beauté des mathématiques, qui est une des choses dont je parle dans ce bouquin, mais en fait, ça n'est pas la chose centrale. Donc, ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir comment l'aspect purement conceptuel des mathématiques, les formules, l'aspect purement logique des mathématiques s'articulait sur le fonctionnement du cerveau humain. C'est une chose d'ailleurs que je ne prétends pas avoir parfaitement comprise, mais c'est une question importante et sur laquelle d'autres personnes se sont penchées, en particulier Hadamard. Donc, un aspect quand même de cette relation entre la logique mathématique et le fonctionnement du cerveau humain, c'est la beauté que nous attribuons à certaines structures mathématiques, y compris celles qui sont importantes en physique, et en particulier Einstein disait que la théorie de la relativité générale, il y croyait bien avant qu'on ait des démonstrations par observation, parce qu'elle avait une beauté logique qui le satisfaisait. Donc il y a cet aspect de beauté logique qui est un peu difficile à expliciter, parce que la beauté est une chose difficile à expliciter. C'est un mélange de simplicité et de complexité, de relation entre simplicité et complexité qu'on peut voir dans des exemples, mais qu'on ne peut pas complètement justifier ou expliquer parce qu'en fait, on ne comprend pas complètement comment le cerveau humain fonctionne. Moins dans le domaine des mathématiques que dans d'autres domaines. Je dois dire que pour l'instant, il y a certains domaines où on voit des choses réellement impressionnantes qui se font. C'est le cas pour la cosmologie, où on commence à avoir une vue de la façon dont l'univers s'est créé. Cette vue est incomplète et on aimerait avoir une vue plus complète, y compris une théorie des particules élémentaires, dont j'espère qu'elle soit plus compréhensible que la théorie des cordes. Donc il y a des aspects qu'on a déjà compris en cosmologie, cette explosion du Big Bang, etc., des états de la matière précédant le Big Bang qui sont différents de ce qu'on connaît maintenant. On aimerait avoir une meilleure compréhension. C'est donc un des domaines où on aimerait
où j'aimerais, moi, avoir une réponse, voir une réponse avant de mourir, mais il y a d'autres domaines, en particulier dans l'évolution de l'homme, où on a maintenant des résultats extraordinaires à cause de la possibilité qu'on a d'analyser le génome d'hommes préhistoriques et le fait qu'on sache maintenant que nous avons des ancêtres néandertals, c'est une chose inattendue et quand même extraordinaire. Je n'ai pas beaucoup de regrets. Il est évident que quand on regarde en arrière, on se dit qu'on aurait pu faire des choses être plus efficace, gagner des prix qu'on n'a pas gagnés, etc. Mais ça n'est pas, en ce qui me concerne, vraiment un regret, en ce sens que j'ai toujours essayé d'avoir une vie avec des intérêts divers, donc ça n'a rien à voir avec la science, mais j'ai par exemple passé pas mal de temps à me promener seul à pied dans des régions reculées du Mexique. Donc pour moi, c'était une chose importante et ça, disons, le fait que j'aurais pu, en ne faisant pas ça, démontrer un ou deux théorèmes de plus, ne me procure aucune tristesse. Donc je suis content de ce que j'ai fait, y compris des choses qui n'ont rien à voir avec avec ma carrière proprement professionnelle. Ce dont je suis heureux dans ma carrière professionnelle, c'est d'une part des aspects purement techniques, d'avoir compris certaines choses comme cette relation locale-globale pour la mécanique statistique de l'équilibre, et d'autre part d'avoir pu interagir avec des êtres humains, des collègues tout à fait remarquables. Donc ça, c'est une chose qui pour moi est importante.